ben voilà. Ben merci beaucoup d'être déjà si nombreux à ce premier Sodexo Talk, que je suis vraiment enchanté de commencer ça, ce cycle. Alors, d'abord, je voudrais juste dire que ceci n'est pas un spectacle d'hypnose, hein. Bien que, en général, les gens qui sont au premier rang, etc., pourraient avoir une tendance à un certain moment à se sentir un peu plus léger. Donc, s'il y a un bras qui part ou quelque chose, pas s'inquiéter. Pas trop vite parce qu'il y a les gens derrière qui pourraient ne pas bien voir. Donc, sinon, est-ce qu'il y a déjà des gens dans l'Assemblée qui pensent qu'ils se sont retrouvés sous un état d'hypnose, qui ont eu une expérience hypnotique? Personne. Okay. Aux arts martiaux, mais je ne sais pas si c'est... Très bien. Alors, un petit exemple personnel. Il y a quelques mois, j'étais en scooter avec mon fils. Il faisait un peu comme ce temps maintenant, donc pas vraiment froid ni chaud. Et on part pour un petit trajet et il n'avait pas de gants. Et alors, assez rapidement, je lui dis, tiens, ça va, tu n'as pas froid? Et il me dit, non, 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 j'ai pas froid. Je suis en train d'imaginer que je suis couché sur une plage au soleil et que mes mains sont bien chaudes. Donc, expérience hypnotique magnifique, en fait. Ce que mon fils a fait, c'est qu'il a été créatif. Il a joué avec son corps, avec les images, et il a créé de la chaleur sur son corps. Déjà, voilà un petit exemple. Alors, j'ai d'autant plus apprécié ça que mon fils, en plus, se fout beaucoup de moi, en m'appelant le psycho-schtroumpf. Et donc voilà, là, c'est lui qui m'a schtroumpfé cette fois-là. Alors, en fait, probablement la plupart d'entre vous ont déjà connu ce phénomène où on est dans le train, et puis il y a les arbres qui défilent le décor, et puis on a l'impression que les pensées partent un petit peu. Ou bien peut-être comme ce matin, vous êtes arrivés en voiture, certains d'entre vous, dans le parking, puis on ne se souvient plus vraiment du trajet qu'on a fait. Hein? Juste, on était là, tiens, quand est-ce que je me suis arrêté? Ou bien également, quand vous allez au cinéma, qu'est-ce que vous attendez quand vous allez au cinéma? C'est d'être pris par le film, d'être hypnotisé, et certains d'entre nous vont même se retrouver dans le corps du héros, hein, à l'impression de faire les actions à sa place. Quand on lit un bon bouquin, à un certain moment, même s'il y a des bruits environnants, on est tellement plongé dans la lecture d'un livre qu'on n'entend plus rien. On est tellement pris par ça. La même chose si on écoute de la musique, ou ceux qui sont musiciens, etc., connaissent bien cet état-là. Donc en fait, tous ces états-là sont des états de transe hypnotique. C'est des états de, comment on va dire, de conscience modifiée. Et donc, dans l'hypnose, quand on hypnotise, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va simplement, sur demande, recréer cet état hypnotique. Alors, comment est-ce que, quand on parle d'hypnose, on parle souvent du conscient, de l'inconscient? Alors, c'est des notions qu'on peut expliquer, même si c'est toujours en train d'être rediscuté, chacun peut avoir son propre feedback là-dessus. Alors, l'inconscient, on va dire que c'est ce qui régit en fait 90% de nos comportements. 90% de ce que l'on fait est régi par l'inconscient. Imaginez que vous allez dormir, par exemple, le soir, si vous deviez vous coucher et dire « Il ne faut pas que j'oublie de respirer, parce que sinon demain, je ne peux jamais me réveiller », ce ne serait pas possible. Hein? Bien sûr, c'est l'inconscient qui va vous faire respirer. C'est l'inconscient qui va faire que maintenant vous êtes assis sur la chaise et que sans réfléchir, votre corps ne tombe pas de la chaise. Tout ça est géré par l'inconscient. Donc l'inconscient va gérer l'ensemble de nos fonctions automatiques. Et l'inconscient va aussi être responsable de l'ensemble de nos émotions. Hein. Ça peut être également responsable de choses qu'on ne contrôle pas, comme par exemple rougir quand on parle en public. Tout ça, ce sont des mécanismes totalement inconscients. Comment est-ce qu'il va fonctionner l'inconscient? C'est comme un gros disque dur. Et tous les apprentissages, tout ce que l'on fait, va venir se mémoriser dans ce disque dur. Donc par exemple, quand je suis petit, j'apprends à marcher. Au début, je dois vraiment réfléchir. Quand j'apprends à rouler en vélo, quand j'apprends à rouler en voiture, au début, je dois me concentrer. Accélérateur, pédale de frein, changement de vitesse. Et puis une fois que c'est automatique, eh bien, ça entre dans le mode de fonctionnement totalement inconscient. Et c'est pour ça que Milton Erickson, dont je vais vous parler un peu après, il disait que notre inconscient, c'est beaucoup plus de choses que vous ne savez, que vous ne savez. Donc l'inconscient, c'est vraiment un réservoir de tous nos apprentissages. Et tous ces apprentissages, donc, qui sont délégués à l'inconscient, à un moment, ils peuvent se retrouver un petit peu, on perd quelque part le contrôle de ce qu'on fait, parce que
tout est devenu tellement inconscient. Quand on marche, quand on fait différentes choses, quand on vit certaines émotions, ça devient totalement inconscient. Et puis, à un moment dans notre vie, il peut arriver que certains automatismes créés et qui sont stockés par cet inconscient ne sont plus vraiment utiles. Par exemple, un enfant de 5 ans qui est à la mer, assis dans le sable, et tout d'un coup il y a une énorme vague qui arrive, pouf, la tête dans l'eau, il a une émotion, il a peur, et ça crée peut-être une phobie. Donc son inconscient va enregistrer la mer, l'eau, la vague, c'est dangereux pour moi, et donc je dois m'éloigner de la mer. Donc c'est pas très utile. L'inconscient aussi, par exemple, un très bon exemple, c'est la cigarette. La cigarette, en fait, est un moyen rapide qui est trouvé par l'inconscient pour soulager les gens. Donc je suis stressé, ou je ressens un vide, un manque, quelque chose, hop, vite une petite cigarette. Et l'inconscient, comme il fonctionne très vite, eh bien, chaque fois que je vais ressentir ce manque, ce vide, l'inconscient va dire, prends une petite clope, ça va te faire du bien. Alors que consciemment, à part les gens qui sont vraiment de mauvaise foi, on sait très bien que fumer c'est très mauvais. Et la plupart des gens essayent consciemment d'arrêter de fumer, mais ils n'y parviennent pas, parce que simplement, ils essayent de forcer le système. Donc en fait, quand on force un mécanisme d'apprentissage, à un moment, si ça fonctionne, ça va entrer dans le mécanisme d'apprentissage inconscient. Mais si ça ne passe pas, comme par exemple quelqu'un qui consciemment veut arrêter de fumer, eh bien c'est à ce moment-là qu'on va faire intervenir l'hypnose, parce que l'hypnose va permettre de rentrer dans le mode de fonctionnement inconscient et de donner des instructions à l'inconscient. Pourquoi? Parce qu'en résumé, qu'est-ce qu'on va faire quand on est dans un état d'hypnose? C'est comme si on mettait de côté toutes nos fausses croyances. Ah, de toute façon, j'y arriverai pas, et de toute façon, mon père est mort du cancer, et parce qu'il a trop fumé, et toutes ces fausses croyances, toutes ces idées qu'on a sur nous-mêmes, on les met de côté, et on peut rentrer à l'intérieur et utiliser ce qui est le réservoir de nos ressources et de nos connaissances. Et donc je disais que cet inconscient s'occupe de faire fonctionner tous nos mécanismes corporels. Il est là pour nous protéger. Donc tous les réflexes que l'on a, les choses que l'on fait de manière inconsciente sont souvent des messages du corps pour nous protéger, des habitudes que l'on prend pour nous protéger, comme cette cigarette. Je suis stressé, hop, une petite clope, ça va mieux. L'inconscient est très actif, très réactif, créatif aussi, et il détecte vite. Ça veut dire que si consciemment je dis j'arrête de fumer, eh bien sûr, la problématique elle est toujours là. Et donc l'inconscient va dire oh, ok, il n'y a plus accès à une cigarette, ben donc je vais me rattraper sur autre chose. Qui va être par exemple de la lecture, qui va être un autre comportement. L'inconscient il fonctionne de manière simple, donc il n'y a pas d'intellectualisation, il est toujours à l'écoute et il va fonctionner très très rapidement. D'ailleurs, nos réactions inconscientes sont beaucoup plus rapides que nos réactions intellectuelles. Donc le conscient, d'un côté, lui, il va intellectualiser. Et en plus de ça, comme il intellectualise, oui, je prévois d'arrêter de fumer, oh, j'ai pas de volonté, je parviens pas, culpabilité, etc. Tandis que le conscient, lui, ça va justement permettre cette présence accrue de l'inconscient, des ressources de l'inconscient, pour aller chercher, donner des instructions de comment est-ce que ce serait pour arrêter de fumer, comment est-ce que je me sentirais, etc. Alors, Milton Erickson, qu'est-ce qu'il disait, lui, de la transe hypnotique? Je vais vous le lire. Il dit « La transe est l'état dans lequel l'apprentissage et l'ouverture au changement peuvent se produire plus aisément. Elle ne relève pas d'un état de sommeil induit. Les patients ne sont pas sous l'influence du thérapeute, ni les possédés de leur contrôle et placés sous la dépendance d'autrui. La transe, en réalité, est un état naturel que nous avons tous expérimenté. » Qui a déjà été en état de transe hypnotique? Personne n'a été en train et s'est senti les idées qui partent, et avoir la créativité, et se réveiller le matin et dire tiens, j'ai une idée, alors qu'en nous concentrant, il y a un peu plus de mains qui peuvent se lever. Hein. Alors, qui était Milton Erickson? Milton Erickson est surnommé un thérapeute hors du commun, ou le wizard, le magicien. C'est un Américain qui est né en 1901 dans le Nevada,
et qui a vraiment donné les lettres de noblesse à l'hypnose. On utilisait déjà l'hypnose depuis 50, 60 ans, mais de manière un peu brusque et les gens s'en méfiaient. Et Erikson, il était orienté vers le changement. Donc lui, c'était pas le fait de, comme un freudien, de dire tiens, j'ai un boulet qui est accroché à mon pied, je vais aller voir quand on me l'a mis et faire demi-tour pendant quelques années, 3 fois par semaine, à se demander. La thérapie brève, c'est de dire il y a un boulet, il est là, il est accroché, qu'est-ce que je fais pour l'enlever maintenant, le plus rapidement possible. Donc il est orienté solution. Donc né en 1901, il avait beaucoup d'handicaps. Il était dyslexique, il était insensible aux rythmes musicaux et il était daltonien. C'est quelqu'un qui partait dans la vie avec quand même quelques désavantages. D'autant plus qu'après, il a eu à 17 ans une polio. Il s'est retrouvé couché dans son lit à un tel point qu'un soir, il a entendu le médecin dire à sa mère « Désolé madame, mais votre enfant ne passera pas la nuit ». Et lui, il a entendu ça, et c'est ça qui a fait qu'il a découvert l'autosuggestion. Il s'est dit, eh bien ça ne va pas m'arriver. Et il a fait de l'autosuggestion, bien sûr, il a survécu, et après ça, il s'est retrouvé dans une immobilité forcée, donc il s'est retrouvé couché dans son lit, dans une chaise roulante pendant des mois, à ne pas pouvoir faire grand-chose. Et il a utilisé ce temps-là pour observer les gens. Et observer comment les gens autour de lui fonctionnent. Il a regardé ses sœurs, ses frères, voir comment, quand ils voulaient passer un certain message, qu'est-ce qui se passait dans leur corps. Voir comment, quand quelqu'un marche, quels sont les muscles qui se mettent en place, etc. Et donc après, il a utilisé tout ce qu'il avait observé pour justement se récupérer et devenir de nouveau pouvoir marcher, etc. Donc il est devenu, vers ses 30 ans, médecin psychiatre. Il s'est installé en Arizona. Il a eu malheureusement de nouveau une crise de polio dans la cinquantaine, ce qui n'a pas empêché de continuer à travailler jusqu'à près de 80 ans, jusqu'à sa mort, vraiment, même en chaise roulante, à pouvoir parler tout doucement. Mais c'était ça l'art d'Erikson, c'est qu'il utilisait ce qu'il était pour communiquer. Il faisait exprès de parler comme ça. Et il y avait des choses qui passaient qui étaient extraordinaires, et il y a des dizaines de milliers de personnes qui sont passées dans son cabinet. Et beaucoup d'élèves d'enseignement. Tout ce qui est PNL, par exemple, ça vient en fait de l'hypnose. Alors, comment est-ce que ça se passe si on veut résumer une séance d'hypnose? Je sais qu'il y en a beaucoup qui imaginent qu'une séance d'hypnose, ça commencerait par les confidences, les trucs avec des pendules, etc. Ou encore pire, la mise sous hypnose qui fait « Dormez, je le veux !» Ça, des trucs. Ça c'était à l'époque où on croyait que l'hypnose fonctionnait un petit peu comme ça. Mais une séance d'hypnose, en fait, l'idée c'est que la personne soit active. En fait, on va accéder à l'inconscient de la personne, et puis on veut que cet inconscient vive des émotions. La plupart d'entre nous, quand on se souvient de quelque chose, c'est parce qu'on l'a vécu avec une émotion. Et donc c'est de faire vivre cette émotion à l'inconscient et de lui suggérer le changement. Donc quand on accueille un patient, on va déterminer avec lui son objectif. Qu'est-ce qu'il veut faire, qu'est-ce qu'il veut obtenir, etc. Et on va voir en quoi c'est important pour lui cet objectif. Ok, je veux arrêter de fumer, oui, mais pourquoi? Oui, ça sent mauvais, ou... Non, mais qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière? Et en fait, peut-être que la personne, ah oui, mais parce que mes enfants souhaiteraient. Ah, et pourquoi? Et en fait, qu'est-ce que ça va arriver? C'est, eh bien, si je fume, je ne vais pas mes petits-enfants grandir. Et là, on touche une valeur de la personne. On touche une émotion. Et c'est à ce moment, et c'est là-dessus qu'on va travailler avec la personne. On va lui faire visualiser, tiens, et après, quand tu auras arrêté de fumer, comment est-ce que tu vas te sentir? Qu'est-ce qui va se passer dans le corps? Qu'est-ce que tu pourras faire? Donc tout ça, on va jouer avec. On va travailler avec les ressources, les qualités de la personne. Quelles sont les qualités que tu as aujourd'hui qui vont t'aider à changer, etc. On va utiliser tout ça. On va ensuite, donc ça fait partie quand même d'une grande partie de la séance. Et puis il y a ce qu'on appelle l'induction hypnotique. Hein. Et cette induction hypnotique, en fait, quelque part, elle commence dès le début de la séance. Il n'y a pas un moment, ok, je t'ai posé des questions, puis dès le début de la séance, il y a cette induction, donc la mise sous hypnose qui se fait. La grosse différence entre ce que je vous ai montré avant, dors, je le veux, c'est que Erikson, il a mis en place des inductions hypnotiques de manière indirecte. Donc un discours indirect, c'est faire faire quelque chose à quelqu'un sans qu'il en ait vraiment conscience. Hein. Bon, ici c'est un mauvais exemple parce que quand les fenêtres s'ouvrent, mais je pourrais, voilà, je dis tiens,
est-ce que tu pourrais ouvrir la fenêtre s'il te plaît? Ça, je fais quelque chose de direct. Ou bien je pourrais faire, tu ne trouves pas qu'il fait chaud ici? Très probablement quelqu'un va se lever et ouvrir la fenêtre. Donc ça, c'est la différence. Alors, Ericsson, comment est-ce qu'il s'est entraîné à ça? Quand il avait 18 ans, il a descendu une partie des États-Unis avec un canoë tout seul. Et fréquemment, il devait sortir ce canoë de l'eau, puis le remettre dans l'eau, il avait besoin de se faire aider. Et donc, il s'est entraîné à demander ce service aux gens, sans le faire de manière directe, mais de manière indirecte. Alors, quels sont les différents types de langage qui sont indirects? Si je vous dis, par exemple, surtout, ne pensez pas à un gros ballon rouge. Surtout, n'y pensez pas. Bah, qu'est-ce qui se passe? Chacun de nous a évidemment pensé à un grand ballon rouge. Donc, par exemple, l'inconscient ne connaît pas la négation. Et donc, quand on met sur les paquets de cigarettes, fumer, tue, etc., quand on fait l'inconscient, on va fumer, ou surtout quand on dit à quelqu'un, à un enfant qui part un examen, ne sois pas stressé. Qu'est-ce que ça crée chez l'enfant? Évidemment, du stress. Donc, il y a cette négation, par exemple, qui est un type de mise en hypnose. Donc quand on dit surtout n'entrez pas en transe maintenant tout de suite, évidemment ce que l'inconscient a enregistré, c'est la transe. Donc quand on commence comme ça, c'est des petites techniques pour mettre sous hypnose. Alors on va utiliser en hypnose ce qu'on appelle les phénomènes hypnotiques. Ce qui est très important, c'est que le corps ne ment jamais. Le corps, il répond toujours avant l'intellect. Un exemple très facile. Vous offrez un cadeau de Noël à quelqu'un de votre famille, vous donnez le cadeau, il l'ouvre, il le déballe, et puis il fait « Alors, t'es content, tu aimes bien ?»« Oui, oui, oui. » Le corps a parlé avant. Donc, ce qu'on va faire en hypnose, c'est vraiment observer ce qui se passe chez la personne. On va utiliser les phénomènes hypnotiques aussi pour faire parler le corps. Comme par exemple le signaling. Vous savez tous très bien que si vous rencontrez quelqu'un que vous aimez bien, que vous avez vu depuis longtemps, vous allez le ressentir à l'intérieur du corps. Ce sont des choses inconscientes qui ressortent. Eh bien, quand la personne est sous état d'hypnose, on va utiliser ça. Et on va lui dire, tiens, par exemple, utilise un doigt pour, quand je te pose une question inconsciente, pour dire oui, hop. Et pour une autre question, non, ou je ne sais pas, comme ça, ou peut-être. Et donc on va utiliser ça. Ça va servir parce que non seulement la personne, même si elle a les yeux ouverts ou fermés, on n'a pas nécessairement les yeux fermés en état d'hypnose, elle va pouvoir voir qu'il se passe quelque chose. Elle va se dire, tiens, c'est bizarre. C'est vraiment mon intérieur, la partie inconsciente de moi, qui répond aux questions du thérapeute et ça permet d'évoluer dans la séance. On va utiliser également des choses comme des lévitations de mains. On va utiliser aussi pour suggérer à l'inconscient que le travail est en train de se faire. Par exemple, au fur et à mesure où cette main se rapproche de ta tête, la confiance en toi est en train de s'installer. Blablabla, comme ça. Et la personne ressent alors évidemment qu'au fur et à mesure, et au moment où elle touche sa tête, on peut lui suggérer alors qu'elle a cet état de confiance qu'elle désirait et qu'elle nous avait exprimé avant. Alors, on va utiliser aussi en hypnose, très important, les ancrages. Moi, par exemple, parfois je vais dans certains endroits et il y a une odeur très typique que je retrouve qui est la même odeur que dans l'appartement de mes grands-parents. Mes grands-parents sont décédés il y a 30 ans. Mais immédiatement, quand j'ai cette odeur, je fais « Ah, j'ai l'image de l'appartement de mes grands-parents. » Je vois ma grand-mère, je vois mon grand-père et j'ai à l'intérieur de moi tout le ressenti du plaisir et de l'amour de mes grands-parents. Et ça, c'est vraiment ce qu'on appelle un ancrage. C'est comme un joueur de tennis, par exemple, qui, quand il a besoin de concentration, il va tenir sa raquette d'une certaine façon. Il ancre ça, et ça lui donne confiance, et il sait qu'il va mieux jouer. Donc l'ancrage, c'est vraiment associer un stimulus, alors ça peut être une odeur, une image, un ressenti, à un sentiment, à un état d'esprit, à une émotion. Et donc on va utiliser ça pour ancrer. Donc je pourrais très bien dire, tiens, comme le joueur de tennis, quand je veux ressentir de la force, je mets ma main comme ça. Quand je veux ressentir un état de sommeil, eh bien j'ai ma main qui est comme ça. Donc on va utiliser tous ces phénomènes d'ancrage que vous utilisez aujourd'hui dans la vie de tous les jours, sans même le savoir. Donc en fait, vous créez déjà vous-même, souvent, régulièrement, de l'auto-hypnose. Alors, en conclusion, qu'est-ce que je pourrais dire sur l'hypnose?
j'ai le conscient qui dirige 10% de mes capacités, de mes ressources, et j'ai le non-conscient qui utilise 90% de ces ressources et de mes capacités. Eh bien, l'idée c'est d'utiliser l'état hypnotique pour avoir accès à cet inconscient et utiliser véritablement les ressources qui vont m'aider à aller vers le changement. En hypnose, on peut travailler... Alors, je voudrais juste aussi démystifier le fait que l'hypnose, c'est pas quelqu'un qui est couché avec une petite musique, une bonne couverture et qu'on l'emmène vers quelque part. Hein. Moi, je fais beaucoup des séances d'hypnose où les gens sont debout, sont en mouvement, parce que c'est actif. Au moment où, sous hypnose, ils vont faire un pas vers l'avant, eh bien, ce pas, ce sera comme Neil Armstrong sur la tête, sur la Lune. C'est un pas qui fait vraiment une différence pour lui. Hein. Donc, l'accompagnement hypnotique thérapeutique avec un thérapeute en hypnose, ça aide la personne à se poser les bonnes questions, à oser aller vers des questions qu'elle ne se serait pas posées si elle est toute seule, donc ça aide. Mais il y a également, bien sûr, et c'est très intéressant, c'est l'auto-hypnose. Et donc c'est vraiment de se mettre dans un état d'hypnose et puis de commencer à discuter à son inconscient ou de suggérer des choses à son inconscient. Tiens, c'est comme moi j'avais un de mes collègues qui me dit oui, il y a un monsieur, un homme d'affaires qui est venu et il a dit ouais, moi votre truc d'hypnose, j'y crois pas, c'est quoi ce truc là, et puis dans la conversation il explique d'ailleurs moi je suis débordé, le soir quand je me couche je désigne plusieurs copies de moi-même à qui je leur donne des tâches et le lendemain quand je me réveille j'ai la solution. Donc ce type qui dit je ne crois pas à l'hypnose en fait a simplement créé de l'auto-hypnose tous les soirs en s'endormant pour se réveiller le matin avec les bonnes idées. Voilà, on pourra en dire beaucoup plus sur l'hypnose. Hein. Je vous remercie pour votre attention. Je vois que ça va, ta main n'est pas trop haute, mais il y a peut-être des mains qui vont se lever pour poser des questions. Voilà. Merci. Quels sont les cas pratiques? Tu parlais du fait de vouloir arrêter de fumer, par exemple. Quels sont d'autres cas pratiques dans lesquels l'hypnose... Alors l'hypnose va vraiment aider à tout ce qui est changement. Donc ça peut être ou passer des étapes. Donc ça peut être, par exemple, quelqu'un qui n'a pas confiance en soi, qui a des problèmes de mémoire. Le changement, par exemple, lors d'un deuil. Alors un deuil, ça peut être je change de boulot, il y a quelqu'un qui est décédé dans ma famille. Hein, mon partenaire me quitte. Donc tout ça va pouvoir être travaillé avec l'hypnose. Vraiment, tout ce qui nous demande d'accéder à des ressources qu'on a à l'intérieur de nous pour pouvoir agir et bouger. Donc vraiment, les phobies, bien sûr, peur de l'eau, peur des araignées, peur de parler en public, toutes ces choses-là. Ça va être utilisé, comme tu le disais juste avant, par des gens qui ont besoin, comme un navigateur, hein, ou Bertrand Piccard dans son avion, pour avoir des phases d'endormissement très courtes et garder de la vigilance pour d'autres choses. Un pilote de Formule 1, quand il rentre dans sa voiture, se met sous état d'hypnose. Les pilotes d'avion également, là, surtout les avions de chasse, etc., sont quelque part dans cet état-là. Milton Erickson mettait, en cas de mauvais temps, il mettait son chauffeur en état d'hypnose pour qu'il garde bien le cap sur la route. Donc voilà, donc vraiment l'hypnose peut être accompagnée pour tout ce qu'on peut imaginer de j'ai envie de changer, j'ai envie que les choses soient différentes et je vois que je n'y arrive pas. J'ai ma meilleure amie qui me dit tu veux maigrir, mais il suffit que tu manges ça, ça, ça et que tu arrêtes ça, ça, ça et ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Quelle est la peur derrière? Quelle est la valeur que je recherche? Tout ça on va creuser avec la personne, lui faire visualiser et puis utiliser la partie qui est la plus pure d'elle, enlever toutes les fausses croyances qu'elle a. Ma mère était grosse et de toute façon je n'y arriverai pas. Hop, et travailler le changement. Donc tout. On a souvent entendu parler par voie publicitaire qu'il est possible d'assimiler et en étranger. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Mais c'est-à-dire que c'est de se mettre dans un état qui permet une meilleure mémorisation, qui permet de donner par exemple... En fait, l'inconscient retient presque toutes les choses que l'on vit. Et donc si on a lu un texte ou qu'on a appris quelque chose dans une langue étrangère, après c'est l'idée de dire à l'inconscient, mais je te fais confiance pour le restituer à mon conscient.
plutôt que de se dire je ne vais jamais retenir ce texte, je ne vais jamais retenir cette traduction. Donc effectivement, l'hypnose peut être utilisée pour ça, pour apprendre une langue, apprendre un instrument, tout à fait. J'ai vu un reportage qui m'a vraiment, ça m'a laissé perplexe, les opérations lourdes qui se passent aux hypnoses. Je trouve ça, c'est quand même, parce que si la personne se réveille de son état d'hypnose, se retrouve quand même avec Alors moi, je ne l'ai jamais fait personnellement. Je n'ai pas le droit de le faire parce qu'il faut être médecin pour pouvoir faire ça. Effectivement, il y a de plus en plus d'opérations qui se font en état d'hypnose. Et donc c'est bien la preuve qu'en fait, on emmène la personne dans un autre univers. Et pendant ce temps-là, on peut très bien, quand je parlais de travailler sur le corps, d'avoir une catalepsie, d'avoir une lévitation, etc. Et bien là, c'est simplement d'avoir une partie du corps qui est endormie, qui n'est pas en souffrance, etc. On pourrait travailler beaucoup plus en hypnose. C'est juste qu'après, les laboratoires médicaux sont arrivés à des solutions rapides à vendre. Et voilà, c'est pour ça qu'on n'utilise pas plus. Mais tout à fait, notre reine a été opérée à l'époque avec l'hypnose. Ouais. Et comment est-ce que toi tu l'utilises tous les jours? Parce que tu veux un changement, ok, mais c'est aussi pour ton bien-être. Comment est-ce que tu utilises ça concrètement? Un exemple. Eh bien, en auto-hypnose par exemple. Donc par exemple, si je me pose des questions par rapport à des choix ou des choses que je veux faire, eh bien je peux me mettre très facilement dans un état d'auto-hypnose et attendre les réponses. Et donc je me pose les questions les plus vaches possibles et je vais voir comment mon corps réagit. Et donc, est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est non? Sur des problématiques qui sont personnelles. Non, mais par exemple, tu te dis, je voudrais changer de boulot, par exemple, j'en sais rien, est-ce que je veux faire ça ou ça, et tu fais... Oui, et je peux demander à mon inconscient, voilà, tiens, toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu crois que c'est une bonne idée de faire ci ou ça? Donc ça peut vraiment être utilisé comme ça. Le corps parle. Donc par exemple, il y a des gens qui viennent dans le doute, moi je leur dis toujours, écoutez votre corps. Vous êtes des gens qui arrivent en cabinet et qui sont là, oui, j'ai des problèmes relationnels, mon compagnon, ma compagne, etc. Est-ce que vous l'aimez encore? Mais de voir commencer au niveau du ressenti, de voir ce qui se passe pour la personne. Parfois, ça peut simplement être des mouvements du corps. Un oui, c'est le corps qui part vers l'avant, un non, c'est le corps qui part vers l'arrière. Donc on n'est pas obligé, même dans des états d'hypnose très profonds. Mais, et donc, effectivement, ça peut être utilisé pour se mettre dans des conditions, pour préparer des choses. L'idée de l'hypnose, et ça qui est un peu génial, si on travaille souvent avec, c'est de dire, tiens, aujourd'hui je vais faire une partie de tennis, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin d'être en forme, j'ai besoin de ci et ça. Et quelque part, là, je mets mon costume, je suis un grand joueur de tennis. Et puis après, je dois aller face à un client et être très sérieux, eh bien je mets mon costume, costume cravate, et tout ce qui va avec, toutes les émotions, toutes les capacités. Et c'est simplement de le demander. On demande à son corps beaucoup de choses qui nous rendent malheureux. Donc souvent on a tendance à se voir et à qui n'a pas le petit vélo dans la tête qui tourne et qui fait oui mais enfin et si je faisais plus ça et si j'étais plus comme ça, et d'ailleurs si vous avez un enfant qui se blesse et vous faites oh ça va, t'as pas mal, oh ça saigne fort, ça monte donc après si on va le distraire avec autre chose, eh bien ça va diminuer. C'est comment tient ton autre genou, celui qui ne saigne pas? C'est quoi la sensation dans ce genou-là? Donc, et on fonctionne tous comme ça. Donc on a tous cette capacité à focaliser notre attention sur quelque chose. Et malheureusement, on le fait bien trop souvent sur quelque chose qui n'est pas bénéfique, qui est négatif. Et donc simplement l'idée de le mettre, le poser sur quelque chose de positif pour nous, les changements arrivent. Il ne peut pas faire ça tout seul, il doit accompagner, parce que sinon tout le monde aurait la solution à ce problème. Comment est-ce qu'on peut arriver alors à trouver les réponses dans son inconscient? Comment y arriver? Alors, il est sûr que c'est toujours mieux au début de travailler avec quelqu'un. Et puis après ça, c'est comme un apprentissage. C'est comme les gens qui ont fait j'entendais là, des formations en méditation. Au début, c'est bien de faire en groupe, d'être guidé,
Et puis après ça, on peut le faire seul. En hypnose, c'est la même chose. On fait peut-être quelques séances avec un thérapeute, et puis après, on fait quelques séances avec un CD d'accompagnement. Et puis après, ça devient très facile. Moi, en quelques, parfois même quelques dizaines de secondes, je peux entrer dans un état d'hypnose. Simplement en imaginant des choses, en faisant des trucs que j'ai appris et que j'apprends après se retrouver vite en état d'hypnose. Je dis, allez, voilà ce que je veux obtenir. Je me sens bien au début, c'est génial. C'est génial, ça veut dire. Oui, alors, tout le monde peut se mettre en état d'auto-hypnose, tout le monde connaît régulièrement des états hypnotiques, et tout le monde peut, en utilisant des techniques, mettre les gens en état d'hypnose. Ça demande certaines qualités. La qualité, par exemple, c'est l'écoute, l'observation, avoir de la créativité, du lâcher prise. C'est ça qui va faire la différence entre quelqu'un. Freud, par exemple, est un très mauvais hypnotiseur. Freud, il a arrêté l'hypnose, il s'est formé, il a fait un peu des cours avec Milton Erickson, puis il a laissé tomber, parce que lui, il était tellement dans son mental. Donc, mais tout le monde peut y arriver, bien sûr. Et quand tu parles de hypnose, ça veut dire que tu es conscient par la Oui. C'est-à-dire qu'il y a les deux acteurs qui sont en même temps. Tout à fait, exactement. Donc ça, c'est très important, c'est qu'on a toujours... C'est comme si je suis au cinéma et que je suis hypnotisé par le film. Et à la limite, j'entends plus mes voisins, il y a plein de choses que j'entends plus. Et si tout d'un coup, il y a le feu dans la salle, il y a mon conscient qui va me rappeler, et oh, dégage, quoi. Fais attention, il y a le feu. Donc, il y a toujours ce lien entre le conscient et l'inconscient. Et donc, le conscient, dans notre mental, on peut donner des instructions, et puis voir ce qui se passe. Mais se laisser toujours ouvert. Je veux dire, moi, fréquemment, avec les patients, je laisse simplement la créativité de l'inconscient se mettre en place. Je dis, voilà, je te fais confiance, inconscient, pour mettre en place tout ce qui est nécessaire à obtenir, blablabla, ce que le patient a demandé. Et je demande à l'inconscient, est-ce que c'est OK pour toi de mettre ça en place? OK. Et quand tu auras terminé de mettre en place tout ce qui est utile à cette personne, je voudrais bien que tu me fasses un signe. Clac, OK. Et puis après, je renforce en parlant d'apprentissage, etc. Le fameux présentateur, hypnotiseur canadien, là, Mesmer. Alors, c'est pas du tout du bullshit. Alors, comment est-ce que lui travaille? Donc, d'abord, il fait de l'hypnose qui est plutôt de l'hypnose directe. Donc, c'est d'or, je le veux. C'est très adroit parce que, en fait, rien que le fait d'aller acheter le ticket, je suis déjà en train de me dire, le mec, c'est une star, donc ça marche. C'est un début d'hypnose. Quand j'arrive dans la salle, parce que moi j'étais à un spectacle, il y a des écrans à droite, à gauche, avec Mesmer, il a hypnotisé 30 000 personnes, il a fait ci, il a fait ça. C'est le début de l'induction hypnotique, en fait. On est déjà en train de faire passer un message que, si on te dit, tu vas aller voir quelqu'un, c'est ton nouveau boss, et c'est vraiment un connard. Mais t'arrives avec l'idée que c'est un connard. Si on te dit, c'est un mec génial, tu vas arriver. C'est la même chose. Donc là, les gens arrivent, le gars est un génie, on l'a vu à la TV, on l'a entendu parler. Et puis après ça, il fait faire 2-3 exercices aux gens. Il repère les gens qui sont les plus sensibles. Il y a 30% de la population qui est plus réceptive, donc qui va être extrêmement rapide à tomber en état d'hypnose. Il va prendre ces gens-là, il refait une série d'exercices, et puis après il travaille avec eux. Et alors l'inconscient va toujours leur laisser faire à ces gens-là ce qu'ils ont permis. Donc, parce que c'est vrai que Mesmer leur fait faire des choses parfois idiotes, et les gens le font quand même, mais c'est parce qu'ils ont... Ils sont déjà ouverts. À partir du moment où Exactement. le spectacle, ils sont ouverts. Exactement. Alors, de nouveau, l'hypnose, c'est comme tout outil. Si j'ai un couteau, je peux décider de poignarder quelqu'un avec, ou je peux décider de faire des tartines. Donc, on n'a pas besoin d'être en hypnose, mais un thérapeute ou quelqu'un de malveillant pourrait très bien faire croire à quelqu'un certaines choses, par de la manipulation, etc. Donc, oui, l'hypnose est de la manipulation. Mais tout ce que l'on fait est de la manipulation. Un professeur qui apprend à un élève à écrire, c'est de la manipulation. Tout est manipulation. Le tout, c'est de l'utiliser de manière bienveillante. Et c'est là que ce qui est soignant, c'est la relation entre le thérapeute et son patient. C'est vraiment ça qui fait que... Et à la limite, peu importe la technique. Donc
ça marche aussi bien sur les enfants que sur les adultes. Oui, À partir du moment où la personne est disposée. Oui, j'ai déjà fait des séances avec des enfants, entre autres pour des enfants qui ont des verrues. Bien simplement, là, c'est la discussion avec l'enfant, de dire tiens, t'as verru, etc. Et comment est-ce que tu imaginerais si elle prenait une partie? Comment ça se passerait? Ah, j'imagine un petit bonhomme vert qui vient, qui fait clac-clac, ici et ça. Et comment tu te sentirais? Et alors, de faire raconter. Et puis à un moment, flux, hypnose. Et puis on le refile son histoire. T'as tous les petits bonshommes qui sont en train de venir gratter ta verrue, qui font ci, font ça. 2-3 semaines après, plus de verrue. Bon, alors parfois ça fait plusieurs séances, parfois ça fait une séance, ça dépend. Et les enfants, c'est d'autant plus chouette qu'ils sont dans l'imaginaire, c'est génial. Hein. Ou rien que leur faire dessiner un dessin sur ce qu'ils voudraient avoir. Moi, j'avais un enfant, par exemple, qui avait une peur dingue du feu. Eh bien, dans le cours de la séance, je lui ai fait dessiner un pompier, on a fait des petits trucs un peu en hypnose, et puis il a mis ça. Ça a été terminé. Donc, utilisons notre imaginaire à changer vers là où on a envie d'aller. Et pas utiliser notre imaginaire à faire tourner notre vélo, je suis nul, j'y arriverai jamais. C'est juste ça. Et on a le temps d'abord. Elle est déjà un petit peu, mais elle ne le sait pas tout à fait. Voilà, j'en prie. Non mais... C'était impressionnant. Hein.